d'une des devises électroniques Bitcoin, à savoir l'ambassade Bitcoin, l'Alliance Bitcoin du Canada et la Fondation Bitcoin. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Andreas Antonopoulos, considéré comme étant le gourou du Bitcoin. Il nous a été proposé par plusieurs témoins antérieurs. Monsieur Antonopoulos est un entrepreneur et un auteur dans le domaine du Bitcoin. C'est un informaticien formé au Collège universitaire de London. Son domaine sa compétence porte sur le Bitcoin, les crypto-devises, la sécurité informatique, la cryptographie, l'informatique de nuage, les centres de données, Linux et les logiciels de robotique. Il a publié plus de 200 articles à l'échelle mondiale. Il est un professionnel des systèmes de sécurité d'information et il est un hôte permanent d'un webcast qui s'appelle Let's Talk Bitcoin. Monsieur Antonopoulos est également un porte-parole fréquent à l'expo Bitcoin de Toronto. Il a écrit le livre sur Bitcoin qui s'appelle Mastering Bitcoin, Unlocking Digital Currencies. C'est avec très grand plaisir que je cède la parole à Monsieur Antonopoulos pour ses observations liminaires et les sénateurs pourront ensuite poser leurs questions. Monsieur Antonopoulos, bienvenue. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du comité, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'apporter ma contribution au sujet de la monnaie numérique. J'ai de l'expérience principalement en sécurité informatique et en architecture de réseau. J'ai une maîtrise en réseau et systèmes décentralisés, domaine dans lequel je travaille depuis 1992. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les réseaux et centres de données de sociétés de services financiers avant de découvrir le Bitcoin à la fin de 2011. Je travaille à plein temps sur l'espace Bitcoin depuis 2 ans et j'ai écrit un livre sur le sujet pour les créateurs de logiciels. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous parler de la sécurité du Bitcoin, l'architecture décentralisée qui sous-tend la sécurité du Bitcoin, et des répercussions de cette architecture sur la protection des renseignements personnels, l'habilitation individuelle, l'innovation et la réglementation. Jusqu'à l'invention du Bitcoin en 2008, la sécurité et la décentralisation semblaient être des concepts contradictoires. Les modèles classiques de réseaux de paiement financiers et bancaires reposent sur des contrôles centralisés pour assurer la sécurité. L'architecture des réseaux financiers classiques est fondée sur une autorité centrale, telle qu'une chambre de compensation. En conséquence, la sécurité et le pouvoir sont exercés par un acteur central. Le modèle de sécurité qui en résulte ressemble à une série de cercles concentriques avec un accès très limité au centre et un accès accru à mesure qu'on s'éloigne du centre. Même le cercle plus éloigné du centre, toutefois, ne peut se permettre un accès ouvert. Dans pareil modèle de sécurité, le système est soigneusement protégé par un contrôle de l'accès tel que seuls les particuliers et les organisations triées sur le volet peuvent s'y rattacher. Les entités se trouvant près du centre d'un réseau financier classique sont investies d'un énorme pouvoir, exercent une totale autorité et doivent donc être soigneusement vérifiées, réglementées et surveillées de près. Les réseaux financiers centralisés ne peuvent jamais être totalement ouverts à l'innovation parce que leur sécurité est tributaire du contrôle de l'accès. Les titulaires de ces réseaux utilisent effectivement le contrôle de l'accès pour étouffer l'innovation et la concurrence sous prétexte de vouloir protéger les consommateurs. Les réseaux financiers centralisés sont fragiles et nécessitent plusieurs couches de surveillance et de réglementation pour veiller à ce que les acteurs centraux n'abusent pas de leur pouvoir pour leurs propres bénéfices. Malheureusement, l'architecture centralisée des systèmes financiers classiques concentre le pouvoir, créant des relations malsaines entre les initiés de l'industrie et les organismes de réglementation, ce qui mène souvent à une faible surveillance réglementaire, à des contrôles laxistes, à de la corruption et enfin à des crises financières. Le Bitcoin et les autres devises numériques fondées sur une architecture de blocs, de chaînes, sont fondamentalement différents. Le modèle de sécurité des devises fondé sur les chaînes de blocs est décentralisé. Le réseau n'a pas de centre, ni pouvoir central, ni concentration de pouvoir, ni acteur en qui avoir une confiance totale.
Au lieu de cela, les fonctions de sécurité de base sont confiées aux usagers du système. Dans pareille architecture, la sécurité repose sur la collaboration croissante des milliers de participants au réseau et n'est pas fonction d'une seule autorité. En plus des différences d'architecture, on note des différences fondamentales sur le plan des paiements en tant que tels. Les devises numériques, comme le Bitcoin, ressemblent plus à de l'argent liquide qu'à un compte bancaire ou à une carte de crédit. Le transfert de valeur au Bitcoin est un mécanisme d'introduction plutôt que d'extraction, comme c'est le cas avec les cartes de crédit et de débit et les autres paiements numériques. Un paiement par Bitcoin n'est pas une autorisation d'extraire de l'argent de votre compte, c'est plutôt une opération par laquelle on pousse le montant précis du paiement comme jeton de valeur directement vers un destinataire désigné. Une seule transaction n'autorise pas de futures transactions ni n'expose l'identité de l'utilisateur. La transaction elle-même ne peut être forgée ni modifiée. En conséquence, les paiements par Bitcoin peuvent être transmis en clair, sans cryptage, dans n'importe quel réseau et peuvent être stockés dans des systèmes non protégés sans risque de compromission. L'architecture et le mécanisme de paiement sans pareil du Bitcoin ont d'importantes incidences sur l'accès au réseau, l'innovation, la protection des renseignements personnels, l'habilitation individuelle, la protection des consommateurs et la réglementation. Si un mauvais acteur a accès au réseau Bitcoin, il n'a aucun pouvoir sur le réseau en tant que tel et ne compromet donc pas la confiance accordée au réseau. Il s'ensuit que le réseau Bitcoin peut être ouvert à tout participant sans examen approfondi, authentification ni identification et sans autorisation préalable. Non seulement le réseau peut-il être ouvert à quiconque, mais encore il peut l'être à toute application de logiciel, encore une fois sans examen approfondi ni autorisation préalable. La capacité d'innover sans permission à la périphérie du réseau Bitcoin est la même force fondamentale qui a mené l'innovation dans Internet pendant 20 ans à un rythme frénétique, créant une immense valeur pour les consommateurs, la croissance économique et l'emploi. La nature décentralisée du Bitcoin assure aux consommateurs une protection de la manière la plus puissante et la plus directe, soit en donnant aux utilisateurs du Bitcoin le contrôle direct sur le caractère privé de leurs transactions financières. Le Bitcoin ne force pas les utilisateurs à divulguer leur identité à chaque transaction et à faire confiance à une chaîne d'intermédiaires supposément sûre à qui confier la tâche d'accéder aux données des transactions, de stocker ces données de façon sécuritaire, de les protéger et de protéger aussi les identificateurs de comptes vulnérables. Les transactions de réseau Bitcoin n'exposent jamais les identificateurs de comptes vulnérables et les utilisateurs du Bitcoin peuvent protéger les renseignements personnels de leurs transactions sans devoir faire appel ou faire confiance à des intermédiaires. Étant donné que dans le système Bitcoin, on n'a pas à faire confiance à des acteurs centraux, aucune réglementation ni surveillance centralisée ne sont nécessaires. Si leur architecture est bien conçue, les services financiers Bitcoin ne sont pas vulnérables à des défaillances centrales qui nécessiteraient une lourde surveillance et une lourde réglementation. Au contraire, le pouvoir est confié à l'utilisateur dont les intérêts consistent le plus à protéger ses propres fonds. Bien que les portefeuilles de Bitcoin individuels puissent être ciblés et compromis s'ils ne sont pas adéquatement protégés, le réseau Bitcoin, en revanche, n'est pas exposé aux risques systémiques centralisés. Contrairement à la croyance populaire, le Bitcoin n'est pas sans réglementation. En effet, plusieurs aspects du réseau et du système financier Bitcoin sont régis par un algorithme mathématique. La réglementation algorithmique du réseau Bitcoin offre aux utilisateurs des résultats prévisibles, objectifs et mesurables, comme un taux prévisible d'émission de monnaie. Ces résultats ne sont pas assujettis à l'humeur d'institutions ou de comités centralisés qui souvent peuvent être corrompus et échapper à la surveillance démocratique. Un utilisateur de Bitcoin peut prédire ce que sera l'offre monétaire dans 30 ans au lieu de s'en remettre au choix de mots de quelques hauts responsables de la Banque centrale qui, par un seul adjectif, peut changer complètement l'orientation de la croissance monétaire la semaine suivante. L'architecture décentralisée du Bitcoin ne se conforme pas facilement aux attentes et aux expériences des consommateurs ou des organismes de réglementation parce qu'il n'y a jamais eu de réseau décentralisé et sécurisé de grande envergure auparavant. La combinaison décentralisation et sécurité est la nouveauté au cœur de l'invention du Bitcoin. En tentant de comprendre la protection des consommateurs, la surveillance, l'audit et la réglementation du Bitcoin, on court le risque que bien des gens tentent d'appliquer les modèles du passé qu'ils connaissent à ce nouveau système de monnaie numérique. Ces modèles sont tous centralisés, conçus pour assurer la réglementation,
la surveillance des réseaux financiers centralisés. Les solutions centralisées seront certes plus faciles à comprendre et sembleront plus communes, mais il reste qu'elles sont toutes inefficaces et mal adaptées à cette nouvelle forme de réseau financier décentralisé. Je vous exhorte à résister à la tentation d'appliquer des solutions centralisées à ce réseau décentralisé. Si on centralise le réseau Bitcoin, on affaiblira sa sécurité, on émoussera son potentiel novateur, on lui enlèvera ses caractéristiques les plus perturbatrices, certes, mais aussi les plus prometteuses, tout en déresponsabilisant ses utilisateurs et en habilitant les titulaires. La protection des consommateurs ne sera pas réalisée par la suppression des caractéristiques de protection interne des renseignements personnels du réseau Bitcoin en demandant les identificateurs d'utilisateurs et l'ajout de mécanismes de contrôle d'accès au réseau Bitcoin pour ensuite remettre ces identificateurs entre les mains d'une chaîne d'intermédiaires. On ne fera que répéter les erreurs du passé en introduisant des points faibles dans un réseau qui n'en a pas. Nous ne pouvons pas protéger les consommateurs en leur enlevant la capacité de contrôler les renseignements personnels pour ensuite leur demander de les confier aux mêmes intermédiaires qui les ont laissés tomber tant de fois auparavant. La plupart des défaillances de la sécurité du Bitcoin résultent de tentatives mal avisées de centralisation et de déresponsabilisation des utilisateurs. Dans ce nouveau réseau financier décentralisé, nous avons l'occasion d'inventer de nouveaux mécanismes de sécurité décentralisés fondés sur les innovations comme l'entiercement à de multiples signatures, les contrats intelligents, les portefeuilles d'ordinateurs, l'audit décentralisé et les preuves de réserve algorithmique. Ce sont là les nouveaux outils de sécurité réglementaire décentralisés qui conviennent le plus aux monnaies numériques décentralisées. Je vous remercie de m'avoir invité à vous donner mon point de vue. Merci, Monsieur Antonopoulos. Il semble que vos propos ont suscité un bon nombre de questions et j'aimerais tout d'abord faire une petite observation. Dans vos remarques, vous avez dit au comité que le modèle décentralisé des devises de chaîne de blocs est sûr et qu'il ne faudrait pas nécessairement, dans le système de la devise, il faudrait que les organismes de réglementation ne touchent pas à ce système. Centraliser le Bitcoin va affaiblir sa sécurité, dites-vous. J'ai écouté vos observations de très près, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'observer que vous ne parlez pas du tout des activités illégales qui soutiennent une crypto-devise telle que le Bitcoin. Et je trouve surprenant que vous ne parliez pas du blanchissement d'argent ou du financement des activités de terrorisme, du fait de l'anonymat que confère le Bitcoin. Vous avez dit dans votre exposé que le réseau Bitcoin peut être ouvert à tout participant sans surveillance, sans authentification, sans identification et sans autorisation préalable. La potentielle utilisation à des fins nocives du Bitcoin crée beaucoup de soucis, je l'imagine, auprès des Canadiens. Qu'en pensez-vous? Oui. Je crois qu'il y a eu des erreurs de conception quant à l'anonymat du Bitcoin. Au contraire, l'existence d'un livre central permet de voir toutes les transactions sur le réseau. Ces transactions ne sont pas liées à une identité particulière, mais avec l'utilisation de mécanismes de surveillance policière classique, lorsque une transaction est effectuée, elle peut être suivie dans le réseau et le réseau n'accorde donc pas plus d'anonymat. En fait, il est plus facile de mettre en œuvre des aspects de surveillance bien plus qu'il ne l'est de conférer l'anonymat. Et le Bitcoin n'est pas très commode. En fait, c'est le dollar américain qui sert plutôt à ce type d'activité. Je ne pense pas que le Bitcoin puisse servir pour ces utilisations nocives. Je vois plutôt que 6 milliards de personnes qui ont un accès très limité à des devises et à des marchés de crédit internationaux pourront s'en servir. Et cela l'emporte sur la toute petite minorité qui pourrait utiliser ces devises de façon illicite.
Oui, mais que quelqu'un peut... nous voulions justement comprendre comment tout cela fonctionne, dit le sénateur Massicotte. Sénateur Black, suivi du sénateur Campbell. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, Monsieur Antonopoulos. Sénateur Tkachuk, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Antonopoulos, de votre présence. Nous trouvons beaucoup d'intérêt à ce que vous dites. Tout d'abord, voilà ce que j'attends que vous m'expliquiez. Je voudrais comprendre ce qu'il nous faut pour que cette innovation puisse continuer de se développer, tout d'abord. Mais pour en revenir aux observations premières du président, lorsque C.A. Burtek a témoigné devant le comité, ils ont dit qu'ils voulaient qu'il y ait une réglementation à laquelle le Bitcoin serait assujetti pour qu'il puisse se propager au Canada. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de réglementation centrale du Bitcoin parce que cela va étouffer l'innovation. Vu que d'autres groupes appuient les propos de C.A. Vertex, et contrairement à vos propos, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre votre point de vue et le leur? Je pense que la meilleure façon d'aider le Bitcoin, c'est d'assurer qu'il y ait clarté dans le traitement des Bitcoins, que l'on ne contraigne pas le Bitcoin à s'assujettir à des structures de réglementation conçues par les banques ou en fonction des modèles traditionnels de surveillance. Et sachant que l'on peut avoir un entiercement multisignature pour le Bitcoin, cela est parfaitement sûr. Dans les banques traditionnelles, à moins qu'on ne détienne des liquidités, tous les comptes que vous avez sont des comptes de gardiens. Les fonds sont détenus en fiducie par les banques et vous avez une note promissoire selon laquelle cet argent existera demain. La banque contrôle les fonds entièrement. Avec Bitcoin, vous avez un mode de contrôle beaucoup plus souple entre les consommateurs et les institutions financières qui pourraient y recourir, avec donc quelque chose de complètement décentralisé et avec contrôle complet de la devise. Une institution financière aurait accès donc aux clés et pas le consommateur. Avec des modèles hybrides où la banque a un rôle de signataire mais ne peut pas modifier l'utilisation et la direction des fonds, simplement d'approuver les transactions. Et dans cet éventail très large de possibilités, certains aspects doivent être réglementés. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si vous simulez un environnement traditionnel avec donc le contrôle des fonds des utilisateurs par une institution. Et si ça se trouve à l'extérieur du modèle Bitcoin, ça n'est plus protégé par les utilisateurs des clés ni par la chaîne de blocs. Ça se retrouve dans une zone grise où ça n'est pas couvert par la réglementation pour en matière d'exigence de capitaux, de réserves et de vérification. Mais ça n'est pas non plus couvert par le modèle Bitcoin. Et évidemment, ça se traduit par des désastres. Tout ce qui a été attaqué dans Bitcoin avait donc un modèle de custodien de ce mode. Il y a aussi des portefeuilles de Bitcoin où l'utilisateur a contrôle complet, mais les transactions ne peuvent pas avoir lieu sauf à demander une signature supplémentaire, quelqu'un qui gère le risque. Et l'argent, donc, ne peut pas être volé. Si vous rassemblez tout cela avec une seule réglementation, donc en pensant que c'est juste une banque, vous ratez la possibilité de créer avec cette nouvelle solution des nouvelles possibilités.
Donc certains modèles d'utilisation de Bitcoin doivent être réglementés si on veut si on a centralisé le contrôle et évidemment les consommateurs sont dans une situation de risque. Mais mettre ensemble un modèle décentralisé où l'utilisateur a complet contrôle de ses fonds et où rien ne peut être volé, c'est quelque chose donc et mettre ça en même temps ensemble avec un autre système centralisé, ce n'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que vous proposez au comité alors en matière de réglementation? Nous en sommes pour le moment aux étapes préliminaires de cette technique. Non seulement Bitcoin est nouveau, mais évolue. La capacité de faire une transaction multisignature où il pourrait y avoir jusqu'à 20 signataires pour une transaction et que la transaction peut être contrôlée par un mix de signatures. Ça a été donc introduit 4 ans après la création de Bitcoin en 2012. Et en 2013, c'était complètement disponible. Donc Bitcoin déploie des capacités de programmatique intéressantes pour la sécurité des utilisateurs. Cette technique donc demande un peu de temps pour croître, montrer quelles sont les potentialités d'un modèle décentralisé. Jusqu'alors, ouvrir ces possibilités en faisant une distinction claire là où la technique le permet entre des modes centralisés et décentralisés, en comprenant bien ce que cela implique, peut créer des niches où de nouveaux acteurs peuvent introduire de l'innovation et évidemment, quelquefois peut-être une rupture du système bancaire habituel, mais avec des possibilités qui sont supérieures à la tradition. Alors votre réponse, votre solution est quoi pour ce qui est du travail du comité? Attendez jusqu'à ce que cette technique est mieux comprise par nous tous et en comprenant donc qu'il y a des nuances qui ont besoin. Ce n'est pas une devise comme une autre, c'est un réseau, donc il ne faut pas procéder comme avec les modèles traditionnels et hérités du passé. Il ne faut pas étouffer dans l'œuf ses potentialités. Sénateur Campbell et ensuite sénateur Green. Merci, Monsieur le Président. Merci de vous être déplacé et de vous joindre à nous. Je me souviens donc lorsque j'ai eu une machine à traitement de texte IBM, la première, donc, et où on pouvait donc faire des corrections. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et j'ai 67 ans, donc ça c'est ma génération. Vous dites, il faut donner le temps, donner du temps au temps pour le Bitcoin. Peut-on dire que en fait les jeunes générations donc tout de suite embarquent là-dedans? Pour toute nouvelle technique, c'est le cas, effectivement. Peut-on dire à ce moment-là, je doute que moi je me serve de Bitcoin. Je ne comprends toujours pas très bien ce dont il s'agit. Mais le sénateur Massicotte comprend apparemment. Mais quand je parle à des gens, à des jeunes de ce comité, ils n'ont aucune hésitation et ils pensent que c'est ça l'avenir. De fait, on m'a dit, on m'a averti qu'il valait mieux que je m'abstienne de me mêler de tout cela. Mais alors, quand vous dites donner du temps au temps, ça veut dire quoi exactement? Parce que à quelle allure est-ce que ça va évoluer? Le Bitcoin aujourd'hui est à peu près dans la position où était l'Internet en 92. Et en 92, lorsque j'utilisais le langage de l'époque, c'était encore très difficile. 10 ans plus tard, ça avait déjà atteint les masses, parmi les jeunes notamment, et 20 ans plus tard, ma mère même a pu se servir de courriel.
Au début, c'était très ésotérique. Seuls les spécialistes de l'informatique comprenaient. Et ma mère, qui est une technophobe, finalement, maintenant s'y est mise aussi. Je pense que ce sera... il faudra un certain temps pour Bitcoin, mais ça sera 3 fois plus vite. Nous avons déjà l'Internet comme médium. Nous n'avons pas besoin de construire les infrastructures à partir de rien du tout. Dans 8 ans, je crois qu'il y aura des applications très généralisées que nous pourrons utiliser de façon sûre, qui permettront aux consommateurs d'utiliser le Bitcoin d'une façon très sûre. Et pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Une autre question? Ma question est celle-ci. Si vous n'avez pas besoin de surveillance centralisée, de contrôle centralisé, vous dites l'utilisateur final est celui qui contrôle la machine. Alors, si personne n'est là pour savoir qui est l'utilisateur final, comment est-ce que nous ne pouvons pas être certains que ici, les 6, par exemple, ou d'autres, n'utilisent ceci pour des transferts d'argent et de fonds d'un bout à l'autre du monde? Les possibilités d'utilisation positive de cette technique dépassent largement les possibilités négatives. Ici, utilise certainement de l'argent en cash qui a été volé au cours de raids et certainement pas des bitcoins. Il s'agit de bien comprendre que c'est une technique qui peut apporter l'inclusion économique à des gens qui n'en jouissent pas aujourd'hui, exactement comme les cellulaires ont permis à certains pays de se passer de fixe et d'utiliser donc cette nouvelle technique d'une façon tout à fait inédite. Je pense que ce serait la même chose pour Bitcoin, qui pourrait donner une certaine autonomie dans le domaine de la finance internationale, du crédit international, l'accès au crédit, à des prêts et aussi de possibilités de faire des transferts ou des versements. Ça sera possible. Et je crois qu'il y aura une petite minorité qui utiliseront cela pour de mauvaises fins. Et je crois qu'on pourra, d'ailleurs, que les autorités pourront suivre le cheminement des fonds sur Bitcoin, peut-être mieux d'ailleurs que dans le système traditionnel. Bitcoin, par hasard, est la crypto-devise la plus transparente. Il y en a déjà plus de 500 autres. Et si Bitcoin ne peut pas fonctionner d'une façon satisfaisante, il y aura d'autres devises qui, de façon beaucoup plus sournoise, s'empareront de certaines niches du marché. Sénateur Green. Voilà donc un sujet passionnant, un des plus passionnants que j'ai pu discuter ici depuis que je suis au comité. Je lisais hier soir votre document. Ce qui m'est passé par l'esprit, c'est ceci, et dites-moi ce que vous en pensez. Bitcoin et ces nouvelles devises ne peuvent pas faire l'objet de piraterie parce qu'il n'y a rien à pirater. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pourriez me le dire? Est-ce que vous pouvez commenter cela de façon simple? Parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Les portefeuilles individuels, mon portefeuille Bitcoin peut être piraté, mais le système dans son ensemble ne peut pas être piraté. Et je dis ça avec certitude et confiance, parce que depuis 5 ans et depuis 1 an et demi à peu près, plus récemment,
avec donc des transferts de valeur de plus de 5 milliards de dollars. Il n'y a pas eu manque de personnes qui cherchaient à pirater. Mais Bitcoin a changé la dynamique du cybercrime. Il y a eu une escalade des attaques avec une cible pour les pirates qui est une cible très fluide, puisqu'il s'agit des ordinateurs individuels et les pirates ont essayé. Mais Bitcoin ne peut pas être piraté parce qu'il y a eu des attaques innombrables de pirates. Donc il y a une différence entre le système globalement, qui est un système dynamique qui répond à ces attaques de cybercrime, et les portefeuilles individuels. Je pense que c'est un développement comme l'Internet. Je me souviens qu'il y a eu une époque où les pirates pouvaient paralyser Yahoo ou Microsoft pour une journée entière. Ils ne peuvent plus le faire. Et ça n'est pas qu'ils n'essayent pas, parce que ces systèmes dynamiques qui sont exposés à ce genre de stimuli développent des résistances et sont de plus en plus résistants. C'est donc des systèmes qui sont de plus en plus résistants et de plus en plus stables. Et Bitcoin n'est pas statique, continue à évoluer et résiste de plus en plus aux attaques. Très intéressant. Merci. En réponse au sénateur précédent, vous avez répondu qu'il y avait 500 autres crypto-devises. Quelle est l'importance de Bitcoin par rapport à ces autres devises électroniques? Est-ce qu'il y a donc une concurrence ou est-ce que ce sont des duplicata? Oui, je pense que ce sont des duplicata de façon générale. Les crypto-devises se développent suivant une courbe Taylor avec donc une multiplication de petites devises de moins en moins importantes. Il y en aura des milliers peut-être à l'avenir, des dizaines de milliers. Il y en aura simplement une poignée qui se défendront sur les marchés et qui auront une valeur économique et une valeur de marché. Ça ne change rien. Les gens créeront des devises exactement comme on crée des nouveaux canaux Internet. C'est un laboratoire auquel nous assistons, un laboratoire d'innovation et de nouvelles idées qui sont mises à l'épreuve. Et on a de temps en temps des catastrophes à petite échelle. Est-ce que vous prévoyez un moment où, dans l'intérêt du développement économique, un État pourrait décider d'abandonner sa propre devise pour passer à Bitcoin? C'est une question un peu difficile. La nature de ce qu'est une devise évolue et change. Je crois évidemment que cette devise qui met en cause Internet a beaucoup d'importance pour l'avenir. Bitcoin est déjà plus important que certaines devises nationales. Donc, ça a peut-être un avenir pour certaines petites devises nationales, pour certains petits États, certaines petites banques nationales pourraient effectivement utiliser Bitcoin pour soutenir leurs devises. Le sénateur Massicotte et ensuite le sénateur Wells. Merci, Monsieur le Président. Merci de vous être déplacé. C'est très utile et très intéressant. Je vais revenir à la question de notre président. Vous découragez de recommander quelques formes d'identification et vous dites
Vous dites que tout est visible, la chaîne est très visible, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qui est derrière la chaîne. Voilà pourquoi les gens qui auraient des intentions néfastes pourraient vouloir se cacher derrière cette chaîne pour du blanchiment d'argent, des transferts de fonds. Et ça, effectivement, c'est négatif, ce que je dis. Évidemment, mais ce que vous nous dites, c'est ne faites rien pour restreindre les flux, parce que vous nous dites les aspects négatifs potentiels sont moins importants que les aspects positifs. La chaîne est visible, mais pas l'identité des personnes. C'était la question, je crois, du président. Il y a deux aspects importants et intéressants. Imposer une identité ne serait pas efficace, parce qu'il y aura toujours des canaux où des transactions non identifiables pourront être créées avec Bitcoin ou autre. J'ai reçu 3 coups de téléphone aujourd'hui automatiques pour me faire de la pub pour de la prévention, donc de fraude au visa, à la carte Visa. Et parce que je me déplace, je suis en voyage, et à chaque fois que je suis en voyage, je reçois ce genre de coups de fil. Et parce que je révèle donc mon identité en quelque sorte en utilisant ma carte, ça met donc en danger non seulement ma vie privée, mais ma viabilité financière. Je regarde. Je vois ici et là, donc, sur les médias, dans les médias, on parle de ici et là, tel groupe qui a perdu 50 millions d'identités de détenteurs de cartes et de numéros. Alors, il y a des systèmes de sécurité, de protection. On ne peut pas tout protéger. Il faut arrêter d'avoir des systèmes qui permettent à des tiers de retirer de l'argent de nos comptes. Bitcoin ne le permet pas, justement. Et toute tentative de réglementer ça, selon l'ancien système, échouera. Vous reconnaissez cependant que ce genre de système pourrait encourager le blanchiment d'argent, mais vous le reconnaissez, mais ce que vous nous dites, c'est que les bénéfices pour notre société sont plus importants que les désavantages. La technique de chaîne de blocs permet donc de protéger l'identité en principe, mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes un peu plus âgés que vous, mais à chaque fois que vous regardez, par exemple, ce qui se fait dans les banques centrales, à chaque fois, elles ont des nouvelles théories tous les 20-30 ans sur l'offre d'argent, etc. Et 30-40 ans plus tard, on nous dit « Ah non, on s'était trompé ». Cela dit, lorsque je regarde votre algorithme, vous nous dites, nous allons pouvoir prédire la croissance nécessaire de cette devise, mais dans 30 ou 40 ans, est-ce qu'on dira que vous vous êtes peut-être trompé? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être faux dans tout ce que vous nous dites en matière de prévision? Alors, dites-nous, où est-ce que peut-être vous auriez pu vous tromper? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique monétaire de Bitcoin est une recette parmi d'autres. Et le Bitcoin donc permet d'avoir des nouvelles politiques financières. Et si la politique de Bitcoin est fausse, fait fausse route, les gens passeront à d'autres crypto-devises de ce type. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je sais que dans 30 ans, on sait exactement, je peux vous dire au millionième, combien d'unités de devises existeront dans 140 ans en Bitcoin. Et donc,
qu'on aime la recette ou non, qu'on soit d'accord ou non. Cela offre une certitude, une prévisibilité. Et cela permet aux gens d'adapter leurs attentes en conséquence. Avec ce modèle, on peut créer une nouvelle devise qui pourra l'emporter. Donc, l'offre est définie, mais les gens qui ont acheté cette unité, mais peut-être que l'approvisionnement est limité. L'offre, mais est-ce que ce sera égal à la demande? Le prix de cette devise peut changer immensément. L'objectif est de prévoir la croissance future. Donc, l'offre est définie et s'il y a une fluctuation de la valeur, cela va créer des problèmes. Oui, écoutez, la volatilité est un témoignage de la liquidité de Bitcoin, mais Bitcoin est fonction d'une recette, celle qui stimule la courbe d'une devise telle que l'or ou s'il y a une devise monétaire différente, ça pourrait créer un approvisionnement différent. Et on peut inviter les utilisateurs à s'en servir. Et ce serait quand même plus transparent que notre système monétaire actuel. Merci, monsieur. Sénateur Wells, suivi du sénateur Ringuette. Merci beaucoup, monsieur le président. Ravi d'être ici en remplacement de quelqu'un. Nous nous sommes rencontrés un peu plus tôt aujourd'hui. On a dit que ce serait une réunion de comité très intéressante et ce l'est. Monsieur Antonopoulos, merci d'être présent ici aujourd'hui. Qui sont les plus grands détracteurs de Bitcoin et pourquoi sont-ils des ennemis de Bitcoin? Je ne sais pas qui sont les plus grands détracteurs de Bitcoin. Je peux vous dire qu'à l'instar de tous les défenseurs de Bitcoin, j'ai commencé en étant moi-même un détracteur. Au début, je me disais que c'est de l'argent pour les nuls, ça ne peut pas fonctionner. Lorsque on a inventé le Bitcoin et qu'on l'a annoncé, tous les gens autour de l'inventeur ont réagi de la même façon. Le cercle des défenseurs, qui est maintenant de plusieurs millions, se compose de gens qui étaient très sceptiques au début. La différence, c'est que ça a été ma première réaction. La deuxième fois, j'ai lu le document, j'ai compris que ce n'était pas une devise, c'était un réseau décentralisé de sécurité qui permet des devises, mais également des tas d'autres choses. Et d'un point de vue numérique, j'ai vu que c'était énorme. Et nous avons tous commencé en étant donc des sceptiques. Je ne sais pas si tous les sceptiques deviennent des défenseurs au fil des ans, mais je sais que tous les gens qui examinent Bitcoin de très près comprennent qu'il y a beaucoup plus que ce que l'on voit à première vue. Quelle serait la menace à la croissance? Les gens devraient-ils transcender leurs craintes ou il pourrait y avoir des nœuds qui n'ont pas la sécurité de l'ensemble du système? Et il peut y avoir des problèmes de sécurité liés au portefeuille de Bitcoin et aux utilisateurs de Bitcoin. L'industrie elle-même ne sait pas elle-même protéger les numéros de carte de crédit ou les utilisateurs de Bitcoin. Mais Bitcoin est compartimentalisé et au fil des ans, nous allons voir la création de portefeuille matériel de Bitcoin et je crois que cela offre d'excellentes occasions. Si on examine l'historique de technologies nouvelles de ce type. En 1994, il y avait des douzaines et des douzaines d'articles sur le fait que l'Internet allait échouer parce que jamais personne n'y trouverait quoi que ce soit. Sergey Brin-Larg a décidé que c'était une certitude et pas un problème. Je pense
que Bitcoin représente une solution novatrice qui peut offrir des solutions. Une autre question, Monsieur le Président, si vous le permettez. Pour ce qui est des millions d'utilisateurs, qui est le plus grand groupe d'utilisateurs? Les transactions financières internationales? Quels sont les plus grands utilisateurs actuels de Bitcoin? Honnêtement, je crois qu'il y a quelques enquêtes statistiques qui permettent de le savoir. Je ne suis pas sûr des chiffres. Je crois que le Bitcoin est surtout utilisé pour les dons de bienfaisance et pour les pourboires. C'est un groupe de professionnels technologiques très restreint qui s'en sert. Il y a beaucoup de nerds, mais c'est comme pour toutes les autres technologies, ça devient de plus en plus intéressant pour un plus vaste groupe démographique. Pour moi, l'aspect le plus intéressant, c'est ce que le Bitcoin peut faire pour les pays occidentalisés. Nous avons des systèmes bancaires assez raffinés. Je suis fasciné par l'idée de pouvoir déployer le Bitcoin sur un téléphone Nokia à Lagos au Nigeria ou au Kenya pour offrir des devises à des gens qui ne peuvent pas avoir accès à du crédit international et pour qu'ils puissent être liés aux activités du reste du monde. Et je crois que c'est là la plus grande promesse de Bitcoin. Sénateur Ringuette, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Très impressionnant. Lorsque vous avez commencé en disant que vous aviez pendant 20 ans travaillé dans des réseaux de services financiers et de surveillance, je me suis dit qu'ils doivent avoir désespérément besoin de vous réembaucher. Avec toutes les connaissances que vous avez acquises au sujet des crypto-devises, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Comme vous l'avez dit, il y a 500 devises différentes sur les réseaux. Quel serait le coût de mettre au point, de créer une crypto-devise de ce type à l'heure actuelle? Eh bien, tous les jours, quelqu'un décide que Bitcoin n'est pas la bonne réponse et qu'ils en ont une meilleure et ils choisissent d'essayer de construire une meilleure crypto-devise. La technologie des blocs de chaîne a permis de prendre l'inclinaison des gens à créer une devise comme une expression de valeur qui existe dans toute société depuis les temps préhistoriques, avec les plumes et les perles, avec l'argent d'entreprise et toutes les formes de cartes qui existent, l'argent de Monopoly qui est utilisé à diverses fins. Cette possibilité non seulement de créer la devise, mais que la devise soit instantanément, à partir de sa création, sûre, globale, prévisible et transparente, eh bien, cette capacité signifie que maintenant, un garçon de 10 ans peut créer une devise et qui peut être aussi sûre que celle qui est créée par un monarque il y a quelques siècles. De la même façon que l'Internet a permis la publication de documents par des personnes qui ne détiennent aucune presse, aucune machine à imprimer, eh bien, cela permet de créer des devises pour des raisons qui sont peut-être sérieuses ou alors parfaitement anodines. Et cette devise est immédiatement globale et impossible à reproduire et sans coût. En fait, vous pouvez aller sur un site web et créer la devise Ringuette aujourd'hui pour un 1/5 et un 1/10 d'un Bitcoin pour un très petit montant.
et très bientôt, cela sera gratuit. Et je prévois que vous verrez des enfants, des spectateurs, des téléspectateurs créer des devises. Et elles auront une valeur de représentation pour des fins de spectacle, par exemple. Donc, c'est de l'utilisation de devises comme forme d'expression. Deuxième question. Vous avez dit que les portefeuilles de Bitcoin individuels peuvent être compromis, ciblés et compromis s'ils ne sont pas bien sécurisés. Eh bien, comment peut-on bien sécuriser son portefeuille de Bitcoin avec beaucoup de difficultés à l'heure actuelle et avec beaucoup de compétences techniques. Et c'est l'une des problématiques qui doit être réglée au cours des années à venir pour que le Bitcoin soit utilisable par tout le monde. Actuellement, c'est difficile de le faire parce que nos systèmes informatiques ne sont pas conçus pour sécuriser de l'argent purement numérique qui réside sur votre téléphone numérique ou sur votre ordinateur maison. Pour les experts, pour les spécialistes, il existe de nouveaux appareils tels que des portefeuilles qui sont inscrits sur une clé spéciale. En fait, j'imprime mes clés sur papier et je les mets dans un coffre sécurisé et je les mets dans un coffret bancaire. Je sécurise donc mes bitcoins en les mettant dans les coffres d'une banque, ce qui est un peu ironique. Mais en fait, cela me permet d'avoir la plus grande sécurité que je puisse utiliser parce que la sécurité physique est une chose que nous connaissons. La sécurité de l'information s'accélère grâce à Bitcoin et beaucoup d'innovations se produisent sur cet espace et c'est très excitant. Bon, très bien. Troisième question. Vous avez dit qu'une personne peut acquérir un prêt en Bitcoin. Comment ferait-on cela? Et il y a déjà des organismes qui mettent en œuvre un système de prêt de pair à pair. Dans les devises traditionnelles, il y a lending.com. Je peux prêter de l'argent à un Américain. Il va payer un taux d'intérêt plus faible qu'une carte de crédit. Et si je diversifie mes prêts suffisamment et je n'investis qu'un petit montant dans chaque prêt, je peux souffrir un taux de défaut de paiement assez faible. Ce modèle peut s'étaler à l'échelle mondiale. Je peux prêter de l'argent en Bitcoin et il y a des entreprises qui le font déjà à quelqu'un où que ce soit dans le monde. Et en fait, dans ce cas, j'investis peut-être dans 2-3 000 prêts différents, de sorte que le défaut de paiement sur un de ces prêts n'affecterait pas l'ensemble de mes avoirs. Cela a des répercussions considérables pour le crédit à l'échelle mondiale, parce que non seulement cela permet aux pays du tiers-monde d'obtenir du crédit, mais cela permet aux pays industrialisés d'investir leur argent directement auprès des emprunteurs, sans des intermédiaires, à des frais beaucoup plus faibles. Oui, mais vous avez un intermédiaire. Il y a cet organisme qui, en quelque sorte, réoriente l'argent que vous êtes prêt à accorder à des prêts ou à des emprunteurs. Donc, aujourd'hui, oui, il y a ces tierces parties, mais avec Bitcoin, c'est là une des choses merveilleuses qui se produit. Beaucoup des services financiers traditionnels peuvent être réélaborés de façon entièrement novatrice, sans intermédiaire. Cette absence d'intermédiaire, ces liens directs entre les acheteurs, les consommateurs, les prêteurs, les créanciers, sans intermédiaire, c'est le pouvoir magique de Bitcoin. C'est pourquoi cette invention c'est ce que cette invention nous a permis de faire. Donc, avec Bitcoin, nous pouvons avoir un marché parfaitement décentralisé de créances et de prêts. Et cela permet l'accès à un vaste bassin de crédit et c'est une perspective très excitante. Bon, très bien. De votre point de vue, et Monsieur le Président, ce sera ma dernière question.
Si le Canada instaurait certaines réglementations comme certains témoins nous l'ont demandé, et que si le monde ne suivait pas, si le G7 ne suit pas et ne propose pas des réglementations similaires, quel serait le pour et le contre de cette situation? Très intéressant. Nous voyons déjà une fragmentation de la réglementation considérablement. Dans l'État de New York, on voit une réglementation qui semble être très semblable à celle de la réglementation bancaire et qui n'est pas tout à fait adaptée à Bitcoin. Et simultanément, il y aura d'autres formes de réglementation. Donc aux États-Unis, nous allons avoir un patchwork de réglementation. Et je crois qu'on va voir la même chose dans d'autres pays. La technologie de Bitcoin est telle qu'elle peut fonctionner de façon transfrontalière et très efficacement. Les entreprises de Bitcoin peuvent se retrouver dans la zone de moindre friction et créer les emplois et les innovations à l'endroit où l'information est la plus idéalisée pour Bitcoin. Je crois donc que le Canada et que d'autres pays qui examinent cette réglementation très soigneusement plutôt que de foncer ont une attitude qui peut être positive pour ces industries. Une des industries qui crée des milliers d'emplois aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas dire d'autres industries, c'est justement les industries Bitcoin. Merci beaucoup. Sénateur merci beaucoup. J'ai lu vos notes hier soir et cela donne suite à ce qu'a dit la collègue au sujet de la réglementation. Notre comité voudrait présenter des règlements pour protéger les Canadiennes, les Canadiens. Vous dites que certaines personnes peuvent faire l'objet d'attaques cybernétiques. Que des entreprises ont dépensé des millions de dollars pour leur architecture de sécurité pour protéger les données fournies par les consommateurs. Nous voyons combien ces architectures sont vulnérables, que des données ont été perdues, que des banques ont fait l'objet de piratage et que des cartes de crédit ont été piratées. Et maintenant, vous préconisez un système décentralisé alors que le système bancaire traditionnel se fonde sur les mesures de protection des consommateurs. Nous voulons protéger les Canadiens. Donc, comment faire cela avec Bitcoin et avec ce que vous proposez? Je comprends la justification de l'accès, s'agissant par exemple de l'Afrique et des pays où l'on voit la révolution du téléphone portable. Mais parler un peu de l'aspect de la protection des Canadiens qui vont se livrer à plus de transactions Bitcoin à l'avenir. Eh bien, l'un des grands échecs de la réglementation dans le milieu traditionnel, c'est qu'avec des identificateurs centralisés, il y a centralisation du risque. Lorsqu'un organisme tel que Home Depot ou Target est piraté et perd les identités de 60 millions de consommateurs, si cela représente un énorme impact, c'est parce qu'on stockait 60 millions d'identités au départ. Au lieu de cela, si chacun de ces 60 millions de consommateurs avait été donc piraté ou attaqué individuellement, la possibilité, évidemment, est bien moindre. Donc, c'est l'avantage d'un environnement décentralisé. Il n'y a pas de registre ou de dépôt central où toute identité se retrouve, peut être trouvée et attaquée et piratée. Bitcoin propose un modèle très différent. Le risque est le contrôle, la maîtrise revient à l'utilisateur. Donc c'est un système beaucoup plus
résistant aux risques systémiques. Et l'utilisateur a beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités de ce fait. Alors, comment est-ce qu'on peut atténuer le risque? Le risque est déjà atténué par l'innovation. D'un côté, vous avez ce danger ou cette menace qui pèse sur l'individu dans une relation de 1 à 1. Et ensuite, il y a une mise en commun. Il y a ceux qui ont des clés, ceux qui ont les clés, où il y a des transactions aussi multisignatures, ou pour libérer des fonds, ils font un certain nombre de signatures. Ces signatures pourraient appartenir à plusieurs personnes, donc qui utilisent une transaction d'un téléphone mobile à un PC, un ordinateur personnel, etc. Et il peut y avoir aussi des gens qui aient chez eux des coffres. Avec cette technique, les techniques donc, qui fournissent des services aux consommateurs, où toute transaction sera examinée et avec nécessité d'une troisième signature pour l'évaluation du risque. Mais la compagnie n'a pas le contrôle des fonds. Elle ne peut pas retirer des fonds. Elle peut simplement signer ou ne pas signer pour cette transaction et c'est simplement une garantie pour le risque. Donc ce sont des modèles intéressants parce que qu'on ne connaissait pas, parce que jusqu'ici l'utilisateur de base n'avait pas suffisamment de contrôle, le réseau n'était pas suffisamment ouvert ou l'institution n'était pas suffisamment souple. Donc j'ai une très grande confiance. Depuis 2 ans, on a assisté à beaucoup d'innovations depuis que cette nouvelle technique est devenue de plus en plus populaire. Et je pense que ça permettra d'être gagnant au total. Dans cet environnement, qui demande donc à l'utilisateur d'attacher son identité à chaque transaction avec un registre central, tout ça c'est donc de la folie comme on l'a fait à New York parce que ça empêche de penser à une nouvelle façon de penser tout cela et on s'expose aux mêmes risques systémiques avec une centralisation comme on l'avait avec les cartes de crédit. J'espère qu'on permettra au marché de trouver des solutions. Pour faire donc suite à mon collègue, le sénateur Black, vous avez dit qu'il fallait donner du temps au temps et qu'il fallait se donner une marge de manœuvre. Alors, comment est-ce qu'on peut planifier cela dans le temps? Les choses évoluent, mais si nous pensons qu'il faut une réglementation, comme on l'a fait par exemple pour l'Internet, par exemple pour la protection de la vie privée, ou les demandes d'information et si nous devions passer par la loi, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous envisageriez comme législation gouvernant Bitcoin et les transactions? Si on regarde l'expérience de ce qui s'est fait sur Internet avec un modèle d'auto-réglementation et de déontologie, ça a été très efficace. Le Sénat américain a finalement réglementé la publicité agressive. Je pense pas qu'il n'y ait je pense pas que pour le moment il y ait de problème d'accès des consommateurs à Bitcoin. Cependant, il y a des domaines où votre comité pourrait mettre les choses au clair, faire une distinction très claire, par exemple, entre des comptes centralisés, institutionnalisés et les modèles décentralisés sans confondre les deux. Les comptes centralisés et institutionnalisés sont très dangereux pour les consommateurs.
C'est un petit peu comme donc les institutions bancaires traditionnelles. Si par exemple si Vertex venait demander ici une réglementation, si Vertex a le contrôle des clés des consommateurs et c'est centralisé de façon institutionnelle, mais permet à des solutions décentralisées en fonction du modèle, en sachant donc qu'il y a des risques qui ne sont pas les mêmes pour les consommateurs et que donc on n'a pas besoin de la même réglementation que pour les autres modèles traditionnels. Et ça permettrait une innovation intéressante. Il est important aussi de penser aux exceptions. Il y a des exceptions déjà dans le droit actuel pour l'utilisation de petits montants pour l'échange. Par exemple, on ne va pas m'arrêter si j'échange quelques dollars américains contre des dollars canadiens ici, au coin de la rue. À petite échelle et pour l'utilisation personnelle, il faut que la loi soit très claire pour savoir que vous n'avez pas besoin de licence pour opérer et que les consommateurs de base ne doivent pas tomber sous le coup de réglementations qui ressemblent à la réglementation bancaire. Ma dernière question, Monsieur le Président. On a parlé donc des dangers. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour lutter contre certains individus qui ont des intentions criminelles? Jusqu'ici, la répression traditionnelle a pu suivre et mettre fin à ce genre d'activité sur Internet. Et je n'ai pas entendu de demande pour un changement dont le réseau fonctionne. Et comme c'est un réseau mondial, personne ne le contrôle, personne ne contrôle Bitcoin, ni moi-même, ni personne d'autre. Le réseau lui-même permet une certaine transparence que les autorités peuvent utiliser. Le sénateur Hervieux Payette. On n'a eu aucune intervention en français. Je vais me permettre de vous poser des questions en français. Est-ce qu'il y a des pays à l'heure actuelle qui le reconnaissent et ont encadré le Bitcoin? Il y a plusieurs pays où l'utilisation de Bitcoin a été officialisée ou reconnue à différents niveaux du processus législatif, en reconnaissant que Bitcoin c'est de l'argent qui relève des mêmes règlements et des mêmes règles en matière d'impôts, avec aussi le respect des libertés d'association. Et dans certains pays, Bitcoin s'intègre très bien au système de devises. Je ne pense pas que ça demande une législation particulière et je ne sais pas que si un pays a légiféré. Il a été soulevé tantôt si le sénateur Ringuette émettait un Bitcoin de Ringuette cette semaine et que notre président avait son Bitcoin depuis quelques mois. Alors, quelle serait la valeur de un par rapport à l'autre? Les devises en circulation sont en rapport les unes avec les autres avec un taux flottant du marché qui est déterminé par les échanges entre individus, là où ces monnaies peuvent être échangées, achetées. Ce serait la même chose donc pour le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Toutes ces devises ont une valeur marchande flottante. Et si les liquidités sont basses, sont faibles sur le marché, il sera difficile d'établir un prix pour la valeur de cette devise.
et il sera difficile de déterminer un prix et ça conduirait à une volatilité. Et au fur et à mesure que Bitcoin et d'autres devises augmentent, la volatilité diminue. La volatilité de Bitcoin d'aujourd'hui n'est pas différente de celle du pétrole pendant la première décennie d'utilisation ou de découverte du pétrole comme carburant de substitution pour le charbon. On voit ça avec les mêmes, de la même façon pour toutes les techniques qui se développent. Il y a une volatilité, mais au fur et à mesure que le volume augmente, la volatilité diminue. Pour une devise mondiale avec 5 milliards de valeur d'évaluation, c'est peu de choses. Le Bitcoin va rester volatile encore pendant pas mal d'années. On peut réfléchir à ces 5 milliards que doit investir. La question dont vous parlez depuis tantôt, qui est toute la question de la sécurité qui entoure l'usage du Bitcoin. On est des parlementaires, on fonctionne à l'intérieur d'un Parlement qui, lui, après ce comité-ci, je vais siéger sur le comité des finances. Alors, j'aimerais savoir comment, sur le plan du contrôle des gouvernements, si vous faites toutes vos opérations en Bitcoin et que la valeur change continuellement, comment un gouvernement peut-il exercer son pouvoir fiscal? Les citoyens exercent par leurs achats un contrôle sur la devise et par l'achat d'unités de cette devise. Et Bitcoin n'est pas déréglementé, c'est réglementé par la mathématique et aussi par la dynamique du marché des utilisateurs, des participants. Même chose pour le prix du Bitcoin, c'est déterminé par les transactions. Et tout ça géré par l'utilisateur final. Et si les nationaux peuvent effectivement contrôler la devise, ils le feront. On parle de la valeur au mois de janvier et qu'on fait notre rapport d'impôt au mois d'avril. Quelle valeur on utilise finalement si on veut convertir pour être capable de faire un rapport aux autorités fiscales? Parce qu'il faut quand même remplir le rapport d'impôt, il faut établir une valeur et si la fluctuation est très grande, quand les quantités ne sont pas énormes, parce que les gens qui font des sommes faramineuses comme revenus par année, il n'y en a pas tant que ça. Donc, le Canadien moyen à 45 000 $ par année, quelle va être la valeur qu'il va mettre sur ses revenus du mois de janvier, février, mars? Comment cette personne-là pourra faire le contrôle de ses revenus? Voilà une question tout à fait intéressante, un domaine où la clarté dans la réglementation sera cruciale. Je fais mon revenu en Bitcoin et depuis le mois d'octobre de l'an dernier, j'ai peu gagné pour ce qui est en devise nationale. Je paye en Bitcoin et je suis payé en Bitcoin. Pour l'impôt, je traite le Bitcoin comme les revenus en devise, comme si je faisais du travail contractuel pour, par exemple, une compagnie européenne et je serais payé en euros. J'évalue la valeur de la transaction au moment où je suis payé et ensuite je paye un impôt à l'autorité fiscale dans la monnaie nationale. Ce qui devient difficile, c'est que dans le cas d'utilisation d'une devise, la classification et le code fiscal dépendent de l'utilisation que je fais. Si j'utilise mon compte de courtier pour un investissement, pour acheter des euros pour un investissement et je vends ces euros 2 mois plus tard avec une plus-value, je paierai un impôt sur la plus-value, sur le gain en capital. Mais si je vais à Paris en visite et que j'utilise des euros pour acheter un billet pour entrer au zoo de Paris et le prix
la valeur de l'euro a changé entre le moment où j'achète le billet et le moment où je paye où j'ai acheté de l'euro et où je paye pour le billet, ce n'est pas traité comme une plus-value ou un gain en capital. Donc il faudra déclarer l'utilisation en fonction de la classification aux fins du fisc. Aux États-Unis, il y a un règlement disant donc que le Bitcoin est comme un produit de base ou comme un bien échangeable avec une plus-value. Moi, je pense que tout dépend de la façon dont c'est utilisé. Si c'est utilisé pour des investissements à long terme, évidemment, il y a une taxe de gain en capital. Et si c'est pour une dépense à la consommation, évidemment, c'est comme n'importe quelle autre devise. Et donc, je déclare sur l'honneur ensuite comment j'ai utilisé la devise. C'est la façon dont ça marche avec n'importe quelle devise. Donc, ça nous permettra d'utiliser le Bitcoin comme n'importe quelle autre devise mondiale. Sénateur Tkachuk et ensuite sénateur maltais. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Ça a été donc très intéressant tout ça. Les autres devises virtuelles, sont-elles fondées sur un algorithme et est-ce que c'est le même que celui que vous utilisez pour Bitcoin? Il y a plusieurs algorithmes pour Bitcoin. Il y a une invention centrale qui est la chaîne de blocs et le modèle sécuritaire qui est utilisé comme par consentement. C'est une technique qui permet à un réseau de parvenir donc à une image de ce qu'est le registre central. Cette innovation centrale novatrice et c'est l'invention de la chaîne de blocs. Mais il y a d'autres algorithmes tels que l'algorithme qui détermine la façon dont la devise est émise. D'autres devises ont adopté d'autres perspectives et utilisent d'autres recettes de politique monétaire. Il y a un très vaste choix pour les devises beaucoup plus inflationnistes, même pour les devises qui établissent des principes de demeurage. Autrement dit, cela favorise la consommation plutôt que l'économie. On exprime beaucoup de politique monétaire et même des perspectives politiques. L'invention qui sécurise le réseau dans son ensemble, toutefois, est par contre la même pour toutes ces devises. Dans des témoignages antérieurs, on nous a parlé des mineurs, des gens qui émettent la devise ou qui font l'exploitation minière, le minage de ces devises. Dans les journaux, des articles en juin dernier faisaient état d'une entreprise qui avait plus de 51% des activités de minage de Bitcoin. Est-ce qu'on peut donc établir un monopole d'émission des Bitcoins? Est-ce que cela met à risque l'ensemble de la devise? Y a-t-il des contrôles là-dessus? Comment cela fonctionne-t-il? Je crois qu'il est important de souligner le fait que le minage vise essentiellement à vérifier la transaction. La récompense, c'est de pouvoir émettre des devises pour avoir sécurisé le réseau. Et la récompense sert d'incitatif pour que le réseau reste sécurisé. La compagnie en question, qui est un organisme de minage, donc, fonctionne comme un bassin de loterie. Cela sert d'emplacement central où beaucoup de mineurs utilisent leur pouvoir collectif
pour réaliser l'investissement. Alors que si vous jouez à la loterie tout seul, vous pouvez gagner, mais de façon très irrégulière. Mais si vous faites partie d'un bassin, vous pouvez avoir des paiements plus fréquents, mais plus faibles. Les individus ont des paiements très volatiles, mais s'ils travaillent en collaboration, c'est très différent. Mais lorsque GH a commencé, ils se ont atteint à peu près 40% et cela a entraîné une réponse du comité. Donc les mineurs individuels reconnaissant le risque pour la réputation du réseau, bien que je ne pense pas que ça a été un grand risque technique, ont retiré la capacité de minage et l'ont réorienté vers d'autres opérateurs. GHIO a vu son pouvoir cumulatif de sorte qu'il est maintenant légèrement inférieur à 30% comme pouvoir du réseau, ce qui constitue un niveau de protection contre les attaques individuelles. C'est un montant très important, mais en même temps, ce n'est pas assez vaste pour constituer un monopole. D'un point de vue technique, un bassin de minage peut donc nuire à la capacité de traitement des transactions pendant un bref moment. Mais on ne peut pas pour autant réorienter l'argent des utilisateurs ni voler l'argent des utilisateurs. On ne peut que retarder le traitement des transactions. Ce n'est pas donc un aussi grand risque que le pensent certaines personnes. À de nombreuses reprises, nous avons vu que c'est un système qui s'autocorrige. Pour que je comprenne bien, c'est une méthode d'échange ou une devise naturelle? Si j'ai du yen au Canada, je ne peux pas vraiment acheter quoi que ce soit. Je dois aller à une banque et l'échanger parce que personne ne l'accepte. Je dois aller à une banque et l'échanger contre des devises canadiennes afin de pouvoir acheter quelque chose. Et c'est la même chose dans chaque pays. Et dans chaque pays, ces dollars ont une certaine valeur. Et même si la valeur de la devise canadienne change un peu partout, je fais mes transactions en devise canadienne qui a la même valeur pour les produits canadiens sous réserve d'une augmentation ou de la diminution des valeurs des importations. Donc, la sphère virtuelle a-t-elle une certaine stabilité? Si quelque chose en Europe vaut un bitcoin et que j'ai un bitcoin, puis-je acheter cet objet pour un bitcoin, même si la valeur de ce bitcoin a changé relativement à la devise de mon pays ou du dollar américain? Le taux d'échange entre Bitcoin et les devises individuelles telles que l'euro, le dollar canadien, le dollar américain, etc., a suffisamment de liquidité pour qu'en fait un arbitrage soit possible entre les divers bureaux de change, de sorte que le pouvoir d'achat d'un bitcoin soit le même quelle que soit la devise locale. Les fluctuations sont minuscules parce que toute fluctuation toute petite, parce qu'ici je peux acheter des bitcoins à meilleur marché au Canada qu'aux États-Unis, cela crée des nécessités d'arbitrage. L'arbitrage des bitcoins dans bien des cas est même plus efficace parce que le bitcoin peut être transféré instantanément de façon transfrontalière, alors que les transferts internationaux de devises ordinaires prennent beaucoup plus de temps. Donc, mon pouvoir d'achat en bitcoin, même s'il est volatile dans son ensemble, est le même relativement à toutes les devises nationales. Envisagez-vous un moment où, à l'échelle internationale, les prix seront établis en bitcoin et achetés et vendus en bitcoin, peu importe ce qui se produise dans les devises nationales, simplement parce qu'on économise tant d'argent pour ce qui est du taux de change et ainsi de suite. Est-ce vers cela que nous nous orientons? Je crois qu'à long terme, le Bitcoin va être suffisamment stable pour
établir le prix des produits en Bitcoin. Ça devient dès lors une devise internationale sur Internet et cela le rendrait très compétitif relativement aux devises nationales pour ce qui est de la facilité d'utilisation. Je pense que cela pourrait se produire, mais nous sommes à un bon nombre d'années du moment où la volatilité sera conforme à ce scénario. Les bitcoins peuvent être entreposés. Le sénateur Burstein, où garde-t-il ses bitcoins ou son bitcoin? Vous le gardez dans votre propre portefeuille? Y a-t-il un portefeuille virtuel où on garde ses bitcoins? Et c'est peut-être un peu trop technique, mais je vais vous fournir certains renseignements quand même. Les bitcoins ne sont pas stockés par personne. Ils sont inscrits sur le registre par individu. Le sénateur Gerstein a les clés qui lui permettent de signer pour des transactions. Il a un contrôle signateur pour ouvrir cela. Comment vous stockez les clés? Il y a bien des façons de stocker les clés. En fait, ce sont des chiffres. Donc, pour ma protection, j'imprime cela sur des papiers et je les mets dans un produit physique, des coffres par exemple. Mais je peux avoir des bitcoins sur mon téléphone portable en petite quantité, mais la vaste majorité est imprimée sur des copies physiques parce que c'est plus sûr, parce que on peut pirater cela si l'on rentre dans ma maison par exemple. Oui, mais il y a des entreprises qui font des milliers, des millions de transactions par jour. Les bitcoins peuvent-ils s'adapter à cela? Peut-on payer ou rémunérer 500 ou 1000 personnes en bitcoin, faire les déductions à la source et ainsi de suite? Non seulement peut-on faire cela, mais un programmeur à compétences moyennes peut le faire en quelques centaines de lignes d'un langage de programme tel que Python et lui demander de faire cela, ce qui est fascinant. Non seulement cela, mais cela peut se faire avec des transactions pour des milliers de personnes vivant dans 100 pays différents, ce qui est pratiquement impossible à faire avec les monnaie d'aujourd'hui. Si vous essayez de faire de la paye, par exemple, Google paye des milliers d'entreprises affiliées pour les coûts de publicité. Et le coût de ces transactions est énorme. Donc, la possibilité de se servir d'une seule devise pour les paiements électroniques pour l'ensemble de ces transactions, cela peut se faire très rapidement, très efficacement et à l'échelle globale. Et à bon marché. Sénateur Maltais. Monsieur le Président, un petit commentaire et quelques questions. Je suis d'accord avec mon collègue, le sénateur Campbell, lorsqu'il a dit que les gens d'un certain âge pourraient avoir la difficulté à jouer avec ça. On a eu l'expérience ici, une machine Bitcoin qu'on a fait venir. Le président, généreusement, a acheté des Bitcoins pour 100 $. Il ne nous en a jamais reparlé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont arrivés. Je ne sais pas s'ils ont été perdus dans la brume. Mais ça, c'est pas le problème, c'est pas votre problème. Mais vous avez dit un utilisateur de Bitcoin peut prédire ce que sera l'offre monétaire dans 30 ans. Si un utilisateur de Bitcoin comme le président peut prédire qu'est-ce que sera l'offre monétaire dans 30 ans, je ne comprends pas que le ministre des Finances ne soit pas venu le chercher déjà, puis lui demander au moins 5 ans d'avance ou 3 ans. En 30 ans, c'est loin, là. Mais je trouve que vous êtes des bons devins pour prédire que dans 30 ans, qu'est-ce que sera l'offre monétaire. C'est beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus. In the case of Bitcoin
dans le cas des bitcoins en particulier, parce que cela est conçu pour simuler l'extraction des métaux précieux. Quant à la progression du minage, on peut prédire combien de bitcoins existeront sur le marché à un moment donné. Cela ne veut pas dire que cet approvisionnement, que cette offre répondra à la demande. C'est simplement que nous savons ce que sera cette offre. Je dis qu'aujourd'hui, nous pouvons prédire avec une très grande précision ce que sera l'offre d'or au cours de l'année à venir, parce qu'il a maintenant été extrait de façon prévisible. Je vous arrête là-dessus parce que n'importe quel actuaire de compagnie d'assurance, lorsqu'ils établissent une rente sur une période de 30 ans, sont quand même capables de donner une bonne prédiction de chiffres qui s'avèrent tout plus ou moins, mais assez réalistes. Donc, ils n'ont pas besoin du Bing Kong pour en arriver à établir le taux, l'offre monétaire d'ici 30 ans. Ils sont capables de faire une extrapolation, c'est une formule mathématique très simple, et les actuaires sont capables de le faire. Mais moi, il y a une question qui me chicote. Est-ce que vous croyez que le système de Bing Kong n'est pas doublé par le système bancaire présentement? Parce que les banques, ils voient venir les coûts aussi. Ils sont capables de s'adapter à des technologies assez nouvelles. Et l'Association des banques mondiales, me semble que sur le plan capital, est plus forte au niveau de la recherche en technologie de monnaie numérique que Bitcoin peut l'être. Yes, indeed. I think Bitcoin. Oui, effectivement, je crois que Bitcoin, ou plutôt que l'invention de la technologie du bloc de chaîne, est une invention qui aura une influence considérable sur l'avenir des banques. J'ai eu plusieurs discussions avec des banques qui s'intéressent beaucoup à l'utilisation de systèmes similaires pour créer des réseaux plus efficaces dans les banques. Pour beaucoup de chambres de compensation bancaire, on a recours à des intermédiaires. Bitcoin permettrait aux banques d'effectuer ces opérations par un réseau qui simulerait le fonctionnement de Bitcoin. Les banques s'intéressent à Bitcoin pour offrir des services là où on ne peut pas installer d'infrastructure. Songeons à la façon dont les entreprises de télécommunications au début étaient menacées par l'Internet, mais ont en fait tout leur réseau sur Internet. Les banques finiront par trouver moyen d'utiliser cette technologie et je ne trouverais pas surprenant que de très grandes parties du système des services financiers aient des technologies très similaires à celles de Bitcoin et peut-être Bitcoin même. À vous demander, n'avez-vous pas l'impression d'avoir été avalé avant que vous existiez? Parce que les banques ne vous laisseront jamais un champ opérationnel comme ça. Je ne parle pas juste des banques canadiennes ou américaines, je parle de tous les banques au monde. Je pense pas qu'ils se laissent avaler comme ça sans dire un mot. Dans le moment, c'est vous qui avez la publicité dans les journaux, auprès des jeunes, puis bravo, je n'ai rien contre la technologie. Mais je ne crois pas que les banques se laissent arracher la laine sur le dos comme ça sans dire un mot et sans vous avaler, parce que vous n'avez pas les reins solides, là. Soyons francs, là. Bitcoin, là, ça n'a pas les reins solides. C'est tout du virtuel. Mm-hmm. Yes, indeed. In fact, I remember the... Oui, en fait, je me souviens de la même discussion lorsque l'idée que l'Union des télécommunications internationales pourrait être menacée par cette technologie naissante qu'était l'Internet était ridicule au départ. L'idée que les dirigeants du monde permettraient aux gens d'avoir sur Internet une liberté d'expression était ridicule.
et que l'Internet pourrait détourner la volonté des despotes dans le monde entier et ne serait pas immédiatement fermé chaque fois qu'ils estimaient que cela nuirait à leur autorité était ridicule. Et pourtant, toutes ces choses se sont produites. Je crois que Bitcoin, en habilitant les individus, et plutôt les individus qui n'ont pas accès aux établissements bancaires dont nous parlons, va créer une économie très dynamique qui ne va pas menacer les banques, mais créer des nouvelles possibilités pour les banques. De la même façon que pour des entreprises de télécommunications, leurs sources de profit vont peut-être être modifiées. Le réseau des appels interurbains a été décimé pour AT&T, et pourtant AT&T est le plus grand fournisseur de services Internet. Des devises de type Bitcoin vont décimer certaines industries, surtout les organismes tels que International Remittances de rémission internationale, mais cela va créer de nouveaux services, de nouveaux produits, et l'activité économique qui est favorisée par l'assemblage de millions de personnes sur un réseau est tellement plus vaste que le risque potentiel que cela pourrait causer au profit de certaines banques. Voilà qui conclut le tour 1, mais nous allons passer au tour 2, et je crois que j'ai le sénateur Black, le sénateur Massicotte et le sénateur Green. Dans vos commentaires, vous avez parlé du fait que l'un des plus grands motivateurs pour vous, c'est la technologie que cela va fournir aux gens qui n'en disposent pas aujourd'hui. Vous dites que cela va habiliter des millions de gens de par le monde. Monsieur Giggs, Monsieur Gates, fournit de l'argent par l'entremise d'M-Pesa. Quel serait l'impact des devises telles que Bitcoin sur les dons en Afrique? M-Pesa est une étude fascinante pour ceux qui s'intéressent aux devises numériques, parce que cela montre ce qui est possible lorsque de l'argent numérique est introduit sans recourir à une vaste infrastructure et lorsqu'il n'y a pas un système bancaire. M-Pesa a tout d'abord été une expérience qui permettait que des minutes de téléphonie cellulaire soient transférées par l'entremise d'un fournisseur de services de télécom au Kenya. C'était quelque chose de très banal au début. Un client qui arrivait à un magasin, qui se rendait compte qu'il n'avait pas l'argent pour acheter des œufs et qui a offert de payer en minutes de téléphone cellulaire. Et 12 ans plus tard, M-Pesa est responsable de 40% du PIB du Kenya. C'est un montant renversant. Ça représente l'adoption de ce qui était d'abord une économie souterraine, en liquide, en cash, et qui était très difficile à faire fonctionner. Ça a complètement changé en donnant de la liquidité, de la fluidité au système. En ce moment, Bitcoin n'est pas adaptable sur la plupart des plateformes. Il faut un petit peu plus d'infrastructure. Nous avons donc deux tendances qui convergent. D'abord, Bitcoin est appliqué avec des techniques de plus en plus simples, par exemple avec des SMS et des messages textuels. Et ensuite, il y a le coût des téléphones intelligents qui baisse de plus en plus. L'Android à $25 par exemple comme coût de production. Alors, on pourra avoir donc des milliers et des milliers de clients de SMS qui pourront effectivement utiliser le Bitcoin. Et on pourra avoir donc des jeunes qui utiliseront cela pour utiliser Bitcoin et accorder des crédits, par exemple, et des prêts
avec simplement un Android et un système SMS. Et avec Bitcoin, ça deviendra un phénomène mondial. 2,5 milliards d'après la Banque mondiale, 2,5 milliards d'humains sont exclus donc des systèmes bancaires. La possibilité que j'ai maintenant d'avoir accès à des comptes sur des marchés internationaux pour n'importe quelle devise, la possibilité de transférer cet argent avec très peu de contrôle et utiliser ça comme simple consommateur est quelque chose de très éloigné de ce que la plupart des gens ont à leur disposition. Les gens donc qui ont une seule devise et qui n'ont pas acheté aux marchés internationaux et au crédit international, 6 milliards de gens donc il y a 2,5 milliards de gens sur Terre qui sont exclus des réseaux bancaires. Et Bitcoin pourrait changer ça en moins de 10 ans. Le sénateur Black et ensuite le sénateur Massicotte. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre témoignage. Donc, je voudrais passer à 2 ou 3 points finaux. D'après ce qu'a dit le sénateur Ringuette, nous avons essayé de voir ici ce qui est possible pour le Canada en matière d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est exactement cette possibilité pour le Canada, cette chance, ce créneau? Il y a 2 aspects à cela. La capacité de recherche et d'innovation qui existe dans la sphère Bitcoin est une chose d'abord. Et Bitcoin n'est pas simplement de l'argent par Internet. Bitcoin est l'Internet de l'argent. La devise est une application et avec la technologie de chaîne de blocs. C'est un petit peu comme les premiers courriels dans les années 90, par exemple. Ça ne pouvait pas nous donner ensuite la possibilité de prévoir ce qui allait venir par la suite. Dans les années 90, on ne pouvait pas prévoir Facebook et la toile. Le Bitcoin comme devise est la partie visible de l'iceberg. Il y aura d'autres applications et ça va évoluer très rapidement. Du point de vue de la recherche et de l'innovation, je crois que ça promet beaucoup. Ensuite, il y a les possibilités d'étendre les services bancaires. Bien que le Canada dispose d'une population qui utilise les banques, et aux États-Unis, 18% de la population n'a aucun accès au réseau bancaire. Et c'est sans doute vrai pour toutes les nations. Il y a des poches de pauvreté où les gens n'ont pas accès au réseau bancaire. On pourrait donc faire de la recherche fondamentale dans ces nouvelles techniques, pour ces nouvelles techniques, pour permettre effectivement à étendre l'accès au réseau bancaire. Et notamment sur le plan international, c'est très intéressant pour Bitcoin. Où est-ce que l'État de New York s'est trompé, d'après vous? Ils se sont trompés à divers égards. D'abord, ils ont fait trop vite. Ils se sont précipités vers la réglementation. Et en réglementant Bitcoin, de la même façon qu'ils le faisaient, ou de la façon dont le fait le système bancaire, en omettant de voir quelle est la différence de système. La seule analogie à laquelle je puisse penser, c'est au début d'Internet, la Commission fédérale de communication aux États-Unis avait décidé que Internet était simplement une espèce de radio simplement très performante et très hautement technique. Et donc, c'est précipité vers une réglementation. Si cette réglementation avait été
appliquée, elle aurait pu détruire l'Internet aux États-Unis. Traiter Bitcoin comme une espèce de compte bancaire un peu technique passe à côté de ce que c'est vrai véritablement. Parce que ça nous oblige à fonctionner comme si c'était un système bancaire, alors que justement, l'unique caractéristique, c'est que ça n'est précisément pas un réseau bancaire, un système bancaire. Sénateur Maxicotte, ensuite sénateur Green. Une petite question technique. D'abord, du côté technique, beaucoup de pays ont des taxes de vente et des taxes sur le revenu, des impôts sur le revenu. Est-ce qu'il y a déjà des logiciels en place qui permettent donc de faire la fiscalité? Oui, c'est beaucoup plus facile avec Bitcoin parce que le registre central donne toutes les transactions. Dès que j'utilise Bitcoin, je verse... Tous mes revenus sont en Bitcoin, mais je verse mon impôt à l'État de Californie et au Trésor fédéral de la même façon. Pour le moment, c'est un petit peu difficile. Dans mon système bancaire traditionnel, j'ai plusieurs comptes. Avec Bitcoin, j'en ai 2000. J'ai 2000 comptes. Avec Bitcoin, il est intéressant de créer un nouveau compte pour toute nouvelle transaction. Ce n'est pas vraiment un compte. Et si vous voulez avoir le même modèle, ça ne fonctionne pas. Pour ce qui est des logiciels. Mais on fait évoluer les logiciels. La façon de je voir cela, c'est une forme de transfert anonyme, transfert de propriété. Et donc, si vous utilisez une devise, en fait, c'est presque du troc. Ça pourrait être utilisé pour des transferts sûrs de propriété. Ça pourrait être utilisé par les avocats et les notaires. Mais par exemple, dans 5 ans, comment est-ce que ce sera utilisé pour le bénéfice de tout le monde? Donnez-nous des exemples. Il y a des applications intéressantes où le registre décentralisé est utilisé comme un registre public pour des tas de choses. Pour l'enregistrement des automobiles, des bicyclettes ou des actions. J'étais à une conférence de Bitcoin où on a marié un couple qui a été enregistré sur la chaîne de blocs. Vous pouvez aussi utiliser ça pour enregistrer des titres et des transferts de titres de propriété, que ce soit des véhicules, de l'immobilier. Grâce à une transaction électronique simple, vous pouvez transférer la propriété du véhicule. Le véhicule pour être utilisé automatiquement par le nouvel utilisateur. Donc, ça s'appelle la propriété intelligente, c'est-à-dire que la propriété reconnaît sa propre forme de propriété ou son propre régime de propriété elle-même. Ensuite, vous pouvez avoir des certificats de titres et valeurs. Créer la possibilité donc de participer à des économies, échanger ou partager l'utilisation, mettre en commun l'utilisation par exemple de voitures ou autres. À Toronto, on a donc pour vous pouvez avoir accès à une propriété donc et avoir accès à la serrure par un système. Pourquoi est-ce que ce mariage s'est fait donc sur la chaîne de blocs? C'était symbolique.
C'était donc simplement, c'était un couple qui était déjà marié officiellement, mais ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient enregistrer leur mariage sur un registre qui est accessible publiquement, qui ne peut pas être truqué, modifié, falsifié. C'est donc un enregistrement qui est inaltérable de tout ce qui s'est passé. Personne ne peut modifier ça, ce sera préservé dans toute l'histoire. Et donc, l'accès automatique, par exemple, à un appartement, ce ne sera pas, la porte ne s'ouvrira pas si c'est la mauvaise personne. Vous avez me parlé donc des dangers d'une réglementation adoptée de façon précipitée. Nous ne voulons pas influencer les choses de façon indue. Nous devons nous devons produire notre rapport avec des recommandations. Ma question est celle-ci. Quelle serait votre réaction une recommandation, donc s'il y avait une recommandation demandant qu'il n'y ait aucune réglementation et qu'on attende 5 ans, qu'est-ce que vous diriez? Ce serait une très bonne idée, à mon avis. Je crois qu'on peut effectivement éclaircir certaines choses, la question fiscale pour les particuliers ou le droit donc des particuliers, par exemple, d'utiliser la devise qui les intéresse à la consommation. Et que ce soit donc utilisé comme n'importe quelle autre devise. Que le Bitcoin soit reconnu comme une forme privée de troc pour transactions entre particuliers. Et qu'on reconnaisse un certain nombre de principes qui sont neutres, par exemple les principes donc qui correspondent à la liberté d'expression, de conscience et d'association, pour supprimer toute ambiguïté. Et je crois que ce serait très utile. Merci. Monsieur Antonopoulos, votre réputation vous avez précédé ici. Et dans mes remarques d'introduction, je ne vous ai pas présenté comme un gourou du Bitcoin, mais comme le gourou du Bitcoin. Je crois que je peux, au nom de tout le comité, dire haut et fort que vous êtes tout à fait comporté et étiez à la hauteur de votre réputation. La séance est levée.